Moi, le plus froid puis le plus mouillé, le meilleur que c'est. Ça me fait sentir vivante. Je m'appelle Patrick Lac et vous écoutez Franc Ouest, saison 2, Nature, elle. Aujourd'hui, nous sommes au Parc national du mont Revelstoke avec Senja et Mélanie Bernier. On va la suivre dans son entraînement de course à pied en trail. On va parler de sa carrière sportive en ski de mountaineering, de son travail d'architecte. Vous pouvez entendre l'épisode au complet en balado sur webwest.ca ou sur toutes les plateformes balado de votre choix. Moi, le plus froid puis le plus mouillé, le meilleur que c'est. Ça me fait sentir vivante. T'es dans les intempéries, il neige, il vente, puis t'es dans un suit en spandex, là, fait qu'on s'entend que... On dirait que tu fais juste survivre un peu, là. Salut, je suis Patrick Lac et ceci est Franc Ouest, saison 2, Nature, elle. Je parcours l'Ouest canadien pour aller à la rencontre des femmes francophones passionnées de plein air. Épisode 3, Mélanie Bernier, ski alpinisme et course en sentier, Revelstoke. C'est bon, ça. Oh, le beau chien! C'est qui, ça, ce toutou-là? Ça, c'est Senja. Oh! Yes! Je suis content qu'on fasse ça tôt le matin, comme ça. Il y a beaucoup de neige là-bas? Ben, il vient juste de neiger un petit peu. Ouais. Fait que, Mélanie, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Où est-ce qu'on est? On est au parc du mont Revelstoke, puis on s'en va faire de la course à pied en forêt. Ça te tente-tu? On part. OK. Il est temps, mon petit chien. Mélanie Bernier a été la première Canadienne à remporter une médaille dans le circuit de la Coupe du monde en ski alpinisme et elle s'est aussi classée 5e au championnat du monde. Moins connu en Amérique du Nord, ce sport est très populaire en Europe et est aussi appelé ski de randonnée ou ski mountaineering. Mélanie Bernier est maintenant retraitée de la compétition professionnelle et elle nous parle de son parcours d'athlète au sein de l'équipe canadienne et l'envers de la médaille d'une carrière sportive de haut niveau. Au loin, on voit l'immense rivière Columbia et ses eaux bleu turquoise, les sommets enneigés des chaînes de montagnes qui bordent la ville de Revelstoke et on entend le son du train qui la traverse. Oh, le soleil commence à se pointer. Ah oui, vous allez avoir le lever de soleil sur Begby. Et là, on voit le top des montagnes qui commence Ouais. à tourner au rouge, au loin. Ouais. Ah, c'est beau! Les deux ponts. Oh, wow! Moi, ce que je trouve magnifique de Revelstoke, c'est que c'est une ville bâtie sur le plat, mais entourée. Tu regardes n'importe où à 360 degrés, tu es entouré de magnifiques montagnes. Ouais, ben c'est la confluence de 3 chaînes de montagnes, les Selkirks, Columbia, puis Monachees. Ça sent bon. Ouais. C'est la meilleure façon de commencer la journée, de venir en forêt. Le top, Mel, c'est... Ouais, c'est pas super plus loin, là. Il y a un autre switchback, pour ça, on est arrivé. Oui. Oh yeah! Tada! Wow! Quelle vue! J'ai commencé à un jeune âge à faire du ski alpin tout près du lac Beauport. Puis j'ai commencé à faire du ski acrobatique. J'ai fait de la course de bosse pendant des années. Puis une fois que j'ai fini en architecture, je suis déménagée à Whistler. Puis j'ai fait une première course de ski de rando à Whistler. Puis d'une journée à l'autre, pratiquement, j'ai commencé à être dans l'équipe canadienne. Mon cœur étant très compétitif, puis l'esprit d'aventure, j'ai continué à pousser, à m'entraîner. Puis de l'équipe canadienne, j'ai fait le circuit de la Coupe du monde, puis les championnats du monde. Puis j'ai lu quand même plusieurs articles sur toi. Puis
dès le départ, tu t'es quand même fait une place. Puis je lisais, puis il y a plusieurs journalistes qui étaient surpris là, qu'une nouvelle venue comme ça, qui commence dans ce sport-là, soit capable vraiment de performer à ce niveau-là. Ben moi, je le voyais pas nécessairement comme ça parce que c'est toujours dépendant avec qui tu te compares. Puis il y a toujours des gens qui sont meilleurs que toi dans le sport. Puis le ski de rando puis la course de ski alpiniste, c'est un sport qui est européen. Puis les nations européennes sont très, très fortes. Fait que oui, peut-être que tu sais, t'es la reine dans ta cour arrière, mais quand tu vas à l'extérieur de ta cour puis tu commences à t'ouvrir sur le monde, c'est là que tu t'aperçois que wow, j'en ai des croûtes à manger, j'en ai à apprendre. Puis j'ai appris beaucoup, j'ai eu la chance de rencontrer des coachs de d'autres nations qui étaient prêts à comme me prendre un peu sous leurs ailes puis me faire apprendre le sport, puis ça l'a aidé la progression. Fait que c'est pas moi qui m'ai levé le matin puis que tout à coup j'étais vraiment bonne dans quelque chose, c'est quelque chose qui est arrivé avec le temps et avec les ingrédients pour pouvoir arriver à ces médailles-là. Ça serait quoi, disons, ton record ou juste ta fierté? Ben, c'est sûr que d'être la première Canadienne de remporter une médaille sur une compétition de la Coupe du monde, c'était gros. Puis aussi de placer top 5 au championnat du monde devant tous mes compatriotes, c'était un moment charnière. J'oublierai jamais ces journées-là puis ces compétitions-là. C'était vraiment fort puis ça m'a fait vibrer d'un bout à l'autre. Je m'entraînais vraiment beaucoup, puis à tous les jours, comme 6 jours par semaine, puis je dérogeais jamais de mon cadre. Jamais, jamais. J'étais vraiment assidue. Fait que ça apportait un certain niveau de stress, puis à un certain moment aussi, un certain niveau de, tu sais, je sais pas que tu te lasses, mais t'es un peu fatigué émotionnellement aussi. Tandis que là, ben je m'entraîne parce que j'ai envie. Fait que je me lève le matin, il est 5 heures, mais j'ai le gros sourire parce que je le fais pour moi. Je le fais pas parce qu'il faut que je performe dans 2 mois, dans 3 mois. Puis, si je manque un entraînement parce que mon fils est malade ou parce que je me sens pas bien ou je suis fatiguée, ben il y a plus cette pression-là. Puis le ski de randonnée ou le ski de mountaineering, c'est vraiment ça qui t'a emmené à Revelstoke. Ouais, ben le ski de randonnée ici, tout près de Rogers Pass, puis même autour de Revelstoke, l'accès est tellement simple et facile. Tandis qu'autour de Whistler, ben il fallait toujours conduire un peu plus loin ou le centre de ski donnait pas nécessairement accès pour que je m'entraîne là. Fait que c'était comme plus difficile d'être capable de faire le sport rapidement, puis après ça d'aller au travail ou tu sais d'avoir un horaire comme plus cadré. Puis est-ce que tu avais une référence féminine ou une idole? Puis est-ce que tu t'es vue aussi comme ça pour les jeunes filles ou pour les femmes dans l'accès au sport? C'est intéressant. Notre sport, à l'époque où moi je compétitionnais beaucoup, Laetitia Roux de l'équipe française, elle remportait tout. Était très forte dans toutes les disciplines du sport. Puis c'est sûr que c'était comme un peu une idole. Mais de fil en aiguille, puis de saison en saison, ben j'ai habité avec elle. Fait que tout à coup, la personne que je voyais sur ce piédestal-là, ben j'ai aussi appris à la voir comme un être humain, puis aussi avec ses propres batailles personnelles, avec ses propres enjeux. Puis je me suis dit, on est tous pareils d'une certaine manière. On a tous ces inquiétudes-là de performance, de pression, de sponsorship, de vouloir bien faire, tout ça. Fait que c'était vraiment intéressant d'avoir cette personne-là dans ma vie qui m'a montré qu'on est tous humains. Puis, d'un certain côté, oui, maintenant, ben les filles qui viennent de rentrer dans le circuit, ils te regardent un peu d'une certaine manière, puis j'aime pas vraiment ça, là, parce que je trouve que ben j'aimerais ça qu'ils voient aussi que moi aussi ça a été dur certains moments, puis j'avais mes doutes aussi, puis oui, j'ai eu la chance de bien performer, mais tu sais, je suis aussi humaine, puis c'était pas toujours facile. Fait que c'est venu à un certain prix, tout ça. Oui. J'adore que tu dises c'était pas toujours facile. Parce que moi, ce que je sais du ski de mountaineering, c'est que c'est juste pas facile. C'est facile quand t'as fini. Peux-tu nous en parler, genre, pour quelqu'un? Parce que c'est pas vraiment un sport qu'on connaît bien ici, le ski de randonnée ou le ski de mountaineering. Oui. Ben ça dépend de la discipline, mais en général, la course individuelle, c'est je décrirais ça comme un triathlon en montagne. Fait que tes vêtements, oui, t'es des pieds à la tête avec un saut en spandex. Il n'y a pas beaucoup de marge pour l'imagination. On ne se le cachera pas. Et puis, tu étais avec tes skis, ton casque, tes bâtons. Puis, d'habitude, ça commence en montée. Donc, c'est un tracé qui est fait, qui est déjà balisé. Puis, ça peut durer de 1h30 à 2 heures de temps environ. Donc, il y a peut-être 3 ou 4 descentes, 3 ou 4 montées.
puis t'es la pédale dans le fond, comme on dit, du début à la fin. Fait que ça prend quelqu'un qui est bon, qui a la caisse pour monter. Ça prend une bonne condition physique. Ça prend quelqu'un qui est fort en descente. Puis ça prend aussi quelqu'un qui est fort techniquement pour même comment monter, comment enlever les pots, comment remettre les pots. Donc, c'est un sport qui est vraiment complet, puis complexe. Tout ça, l'hiver. Oui, dans le vent, puis dans la neige. La grosse adrénaline, je peux juste m'imaginer. Juste la gestion du gear pour la transition. Parce qu'on est tellement habitué à une approche du sport qui est comme ultra spécifique, spécialisée. Oui. Tu peux moins contrôler ce qui va se passer. Si je compare la compétition de boss, c'est quelque chose qui dure comme 36 secondes. Ou, tu sais. Puis tu peux contrôler un peu plus, tu peux contrôler ton phare, tu peux contrôler, tu sais les conditions, tu sais ton tracé, tu sais la ligne que tu vas prendre. Tandis qu'en ski alpiniste, tout peut arriver. Fait que finalement, il y a 3 termes là, à ce type de ski-là. Ski alpiniste, randonnée. Ski de mountaineering, ski alpiniste, ski de randonnée. Ça dépend à qui tu parles. Ben oui, c'est ça. Comment tu te définis, toi? Je suis d'origine québécoise. Ça fait depuis 2004 que j'habite dans l'Ouest canadien. J'ai étudié l'architecture au Québec, mais j'ai toujours été passionnée de ski. Puis, le ski m'a apporté à finir à une université à Calgary en architecture. Puis après ça, je suis déménagée à Whistler. Puis, j'ai travaillé pour un architecte pendant 5 ans là-bas. Puis la façon que je me décrirais probablement, c'est que je travaille fort, mais je joue beaucoup aussi fort. Je suis quelqu'un qui est vraiment passionné, puis quand j'aime quelque chose, je vais au fond. Puis sans mettre aucune limite, peut-être. Des fois à mon détriment, mais bon. Qu'est-ce que tu veux dire à ton détriment? Ça veut dire que je vais dormir moins pendant quelques nuits ou je sais pas comment décrire. Je me suis entraînée à un haut niveau tellement fort pendant longtemps que tout le reste de ma vie, c'était secondaire. Fait que c'est ça que je veux dire. C'est que des fois, je me priverais de sortir avec des amis ou d'aller à des parties ou, tu sais, de me mettre à fond dans mon travail parce que ma priorité, c'était le sport. Fait que c'est ce que je veux dire. Côté détriment, peut-être pas nécessairement profiter autant de la vie parce que j'étais trop focusée ou je suis focusée sur un truc à la fois. Puis là, on se rend compte, ça fait quand même quelques années, tu sais, que t'as pris ta retraite de la compétition. J'ai l'impression que c'est comme un moment que, dans le monde du sport, il y a très peu d'informations, tu sais. On regarde les athlètes quand ils sont dans l'action, quand ils ont des contrats, quand ils ont des sponsors. Ah ben là, il y a plein d'affaires qui sortent sur eux. Puis là, ensuite, c'est ça la vie d'un athlète. À un moment donné, il y a une fin, parce que c'est extrêmement physique, mais aussi c'est extrêmement prenant, là, comme tu viens de le dire. Puis je trouve ça cool qu'on se rencontre, parce que j'ai le goût d'en savoir plus sur ta carrière, mais aussi sur maintenant ta vie, ça ressemble à quoi. Puis comment tu fais la paix avec ça, peut-être? Oui. C'est un processus, c'est une transition. Puis c'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Puis ça m'a pris du temps à laisser aller ça, mais j'ai trouvé d'autres éléments de ma vie qui me manquaient quand je faisais ça. Puis c'est ça qui a apporté la transition à être aussi belle. Puis je trouve que maintenant, dans ma vie, je suis à une place où est-ce que je suis tellement heureuse de qu'est-ce que j'ai fait parce que j'étais allée au bout. J'ai pas laissé rien de côté. Mais maintenant, je peux aller à fond dans d'autres choses puis je peux être 100% maman. Je peux être 100% active avec Evan. Puis avant ça, j'aurais été une mère terrible, essayer de faire le sport, de m'entraîner, d'avoir mes buts à moi, puis d'avoir une famille. Je pense pas que j'aurais été une bonne personne pour Evan. J'aurais été terrible. Parce que là, ton fils Evan, il y a 3 ans. Ça fait combien d'années là, que tu as comme pris ta retraite? La dernière saison que j'ai fait de la compète, c'était en 2016. Puis là, l'hiver passé, c'est la première fois que je retournais après pas avoir fait de course, mais c'était pas au même niveau, là, c'était pas au niveau mondial, c'était une course locale. Fait que c'était cool de retourner puis de voir aussi
qu'est-ce que l'empreinte a laissé derrière, parce que les nouvelles filles qui viennent faire de la course, qui voient une ancienne qui revient, et comme « Oh, on la connaît, elle de nom! » Puis, tu sais, c'est comme drôle de voir un peu tu sais, ils sont gênés, puis là, ils s'aperçoivent. Toi aussi, t'es une personne qui s'est donnée à fond, t'étais là avant. Le ski d'alpinisme ou le ski mountaineering, tout dépendant en français, en anglais, c'est un sport qui est très populaire en Europe. Puis ici, bon, c'est à la petite enfance de développement. Puis même ici, il y en a pas beaucoup de gens qui veulent faire ce sport-là parce qu'il y a tellement de neige, c'est difficile de s'entraîner. Fait que je comparais le ski alpiniste de course, le ski de rando, à un triathlon, mais en montagne. Point de départ, tout le monde commence en même temps. Puis c'est un tracé avec des drapeaux que tu suis pour la montée, pour la descente. Puis il y a plusieurs disciplines dans le sport. Il y a la course individuelle qui est environ 1500 à 1800 mètres de dénivelé. Dans le fond, c'est peut-être 2 heures et demie de course avec plusieurs montées, plusieurs descentes. Il y a la course verticale qui est juste de en bas en haut le plus vite que tu peux. Il y a le sprint qui est un court-circuit de peut-être 5 minutes. Puis, il y a la course par équipe qui est vraiment plus longue. C'est 2500 mètres de dénivelé positif. Puis là, c'est peut-être 3 à 4 heures. Puis, comment j'ai tombé dans ce sport-là? C'est que j'étais à Whistler. Puis, il y avait une course qui s'appelait Spearhead Traverse. Puis, je me suis dit, bon, pourquoi pas? On va l'essayer. Tu sais, j'étais quand même en forme, mais j'étais pas une athlète, là. Je faisais toujours comme du sport. Ça a toujours été présent, mais je me suis dit, pourquoi pas? Puis, j'ai fait cette course-là. Puis là, ben, ça a super bien été. Puis là, ben, de fil en aiguille, j'ai fait tous les circuits. Puis j'ai fini comme 2e canadienne ou quelque chose comme ça. Fait que là, ben, ils ont commencé. Ben ouais, mais tu sais, il y avait personne, là. Tu sais, on s'entend. Fait que là, mais tu devais quand même capoter. Là. Ben là, j'étais là. OK, je me suis trouvé une job. Je me suis trouvé une passion. Le club alpin canadien, il voulait faire une équipe nationale pour envoyer des athlètes canadiens représenter au championnat du monde. Fait qu'écoute, là, j'étais vraiment nouvelle dans le sport. Puis là, ben, l'année d'après, j'étais dans l'équipe canadienne. Bon, j'ai tout appris sur le tas, là. Puis on s'entend, l'équipe canadienne, quand on est arrivé là-bas, là, on était les underdogs. Tu sais, on n'avait même pas les outfits, là, tu sais, en spandex, tout le kit, là. Moi, je portais des pantalons, tu sais, spandex Patagonia. Tu sais, on était comme à la fin de la ligne de départ, là, puis j'étais comme, OK. La courbe d'apprentissage a été très raide, mais de nos côtés, comme tu sais, il n'y a pas de meilleure manière d'apprendre quelque chose que de le faire. Fait que j'étais au championnat du monde pour la première fois, puis après ça, ben j'ai comme eu la piqûre, puis là, ben on a fait des camps d'entraînement en Sicile, en Italie. Fait que ça m'a apporté à voyager dans tellement d'endroits incroyables. Toute mon énergie, tous mes sous, toute mon attention, c'était ça. Puis je m'entraînais 11 mois par année pour ça. Puis là, ben c'est de concilier le travail avec ça. Puis j'étais dans une relation à ce moment-là, mais là, ça, c'était le 3e élément. C'était premier, la course, 2e, travail, 3e, relation. Fait que, c'est ça. T'es allé all-in dans la course. Yes. Mm-hmm. La première fois que j'ai eu une médaille du circuit de la Coupe du monde, ça, c'était une grosse marque pour moi parce qu'il y avait jamais personne du Canada qui avait fait ça. Puis aux US, il y avait une fille qui avait déjà eu une médaille. Mais après ça, finir 5e au championnat du monde pour le sprint, devant toute notre équipe, les filles étaient tellement contentes pour moi, puis ça m'a tellement fait du bien de pouvoir leur montrer, garde, c'est possible de faire. C'est possible d'aller à ce niveau-là, puis c'est possible d'être avec eux autres. De savoir que ça, ben c'est quelque chose qui est arrivé puis qui vit en dedans de moi, ben c'est cool. C'était important, disons, de représenter le Canada pour inspirer les Canadiens, les Canadiennes. As-tu aussi cette réflexion-là par rapport au fait que tu es une femme dans ce sport-là? Est-ce que c'est important pour toi d'être comme une source d'inspiration pour les femmes? Ouais, parce que en fait, c'est un sport qui est vraiment dominé par les hommes en général parce que ça prend beaucoup d'endurance. Ça fait mal s'entraîner, là. Tu sais, avec l'entraînement, moi, j'étais obligée comme de modifier mon entraînement pour m'adapter à mon cycle à moi parce que ça marchait pas d'une certaine manière. Fait qu'il y a tellement de variables, puis il y a tellement d'éléments qui veulent te dire d'arrêter. Veux pas, on s'entraîne l'hiver. Ici, des fois, il me fait moins 20. Tu sors avec presque rien que tu portes sur ton dos parce que tu t'entraînes en spandex. Tu sais, fait qu'il y a beaucoup d'affaires qui font que c'est inconfortable. Ça fait-tu du sens? Ça n'a pas de l'air bien confortable à date. Non, mais tu sais, il faut vraiment que tu sois passionné pour pouvoir faire ça. Puis, je trouve qu'il y avait beaucoup de filles qui
Délaissaient le sport parce que justement, ils trouvaient que l'entraînement c'est demandant, mais aussi s'entraîner dans le froid, puis aussi la nutrition, parce qu'on s'entend que quand tu fais de la course à pied, puis tu te nourris pour soutenir une course, c'est différent que quand t'es dehors puis qu'il fait froid. Pour soutenir ça, l'eau qui gèle quand t'es en train de faire de la course, t'as besoin de t'hydrater. Il fait qu'il y a tellement d'éléments à ça. Puis c'est tellement technique, il y a pas beaucoup de filles qui continuent le sport. Puis aussi, il faut que tu sois bon à la descente. Il y a beaucoup de filles qui étaient super bonnes à la montée, mais ils n'étaient pas capables de skier en descente parce qu'il n'y avait pas nécessairement le guts ou le background de capable de skier le plus rapidement possible avec des petits skis. Je t'ai montré plus tard, là. C'est un peu comme un ski de fond, mais un peu plus large, peut-être? Avec des corps, ouais. Pour avoir tes skins, puis... Ouais, puis pour que ça soit le plus léger possible. Fait que dans le fond, les skis, les bottes, tout ça, là, c'est du matériel super léger. Puis c'est pas très stable, fait qu'il y a beaucoup de monde que, tu sais, c'est turn off aussi, là. Tu sais, t'es obligé d'aller le plus vite possible à descendre une montagne sans avoir le contrôle, vraiment. Fait qu'il y a beaucoup d'éléments que je pense qui font que les filles, c'est peut-être pas leur sport qu'ils décident de prendre, même s'ils ont toutes les qualités pour. Puis aussi, tu l'as dit, c'est pour les hommes, par les hommes. Puis, tu sais, je peux m'imaginer, toi, dans cette situation-là, que, tu sais, tous les compétiteurs ou toutes les têtes d'affiche, tout le staff, c'est probablement tous des hommes. Puis là, tu sais, toi, t'as toutes ces réalités-là de femmes qui, tu sais, tu veux faire le sport, mais il y a quand même des défis par rapport à ton corps, par rapport à la psychologie aussi, au fardeau là, que les femmes ont. Tu sais, on parle beaucoup, mettons, de réseaux sociaux puis de l'image modèle qu'une femme doit avoir. Puis de se pavaner avec un suit en spandex, des pieds à la tête, je veux dire, il y a pas vraiment de place pour l'imagination, là. Fait qu'il y a des filles que c'est aussi une barrière d'avoir apporté ce truc-là. Parce que, je veux dire, ça révèle tout, là. Ben, c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, c'est malaisant un peu. Ouais. Quand tu t'entraînes ici, c'est malaisant parce que les gens ne voient pas souvent. En Europe, c'est normal. Eux autres, ils vont au restaurant avec, puis ils s'en foutent. Fait que tu dis, oh, c'est normal? OK, parfait. Mais tu sais, c'est quand même, tu te sens regardé par les hommes. Fait qu'il faut passer par-dessus ça. Puis il faut être à l'aise avec qui t'es, puis qu'est-ce que t'as. Puis c'est comme ça. Mais c'est spécial. Tu sais, tu finis ton entraînement, t'es genre tout en sueur, t'es à bout de ta vie. T'as froid, t'es comme... C'est le fun. C'est super le fun. Là, il y a comme un détail dans la chronologie. Je pense qu'il faudrait que tu m'expliques un peu plus. Oui. T'es parti du Québec. T'as fait des études en architecture là-bas. Puis là, tu m'as dit que t'étais basé à Whistler. T'as travaillé pendant 5 ans dans un bureau d'architecte là-bas. Sauf que là, aujourd'hui, on est à Revelstoke. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que c'est juste ça qu'on devrait mettre au clair. Ouais. Ben, à un moment donné, de fil en aiguille, j'étais dans une relation avec quelqu'un qui habitait ici. Puis à chaque week-end, je venais ici pour faire du ski. De Whistler? Ouais. Oh wow. Ouais, ben, soit que lui, il venait ou soit que, ouais. À un moment donné, ben, je me suis aussi aperçue que la place pour faire du ski touring, c'est à Revelstoke. L'accès, les montagnes, puis pour te dire la vérité, Whistler, moi j'adorais ça, là. J'avais plein d'amis là-bas. À tous les jours, je faisais quelque chose. C'était tout le temps go. Je m'assoyais 5 minutes, une autre affaire. C'était tout le temps intense. Puis à un moment donné, je me suis assise puis j'ai fait, wow, il y a 5 ans de ma vie qui sont disparus. Puis j'ai l'impression que je peux rester ici pour le reste de ma vie. Puis je vais juste fermer mes yeux puis je vais avoir 70 ans. C'est tout le temps plein d'activités, puis tu veux tout le temps tout faire. Puis tu sais, j'essayais de tout remplir là, tu sais. Oui, je travaille, mais je veux m'entraîner, puis je veux là. Fait que en venant ici, puis c'était déchirant là, je veux dire, je voulais pas partir là. Mais d'un autre côté, je me suis dit regarde, je vais essayer ici, puis si j'aime pas ça, ben Whistler va être encore là. Puis j'avais aussi délaissé l'architecture pour une année parce que c'était dans le temps des Olympiques. Et puis le bureau où je travaillais, il prenait tous les contrats qu'ils pouvaient parce que c'était comme ça, c'était très, très occupé. Tout le monde voulait un morceau du gâteau, un peu. Puis les responsabilités que j'avais étaient pas égales aux compétences que j'avais. Puis j'étais comme poussée à être chargée de projet en étant junior dans un bureau d'architecte pour les résidences pour les athlètes. Puis je me souviens être assise à un meeting, puis j'avais toutes les personnes qui étaient
impliquée dans la construction, puis c'était moi qui prenais les notes. Mais là, t'as l'électricien qui écrit, t'as le plombier, t'as ça. Puis la moitié de ce qu'il disait, pas parce que c'était en anglais, là, la moitié de ce qu'il disait, j'avais aucune idée. Je comprenais pas ce qui se passait. Puis j'avais eu l'impression de m'être fait jeter en avant de l'autobus. Puis, tu sais, organise-toi avec ça. Puis là, j'ai fait, wow, peut-être que je suis pas bonne architecte. Peut-être que c'est pas ça que je devrais faire. Le ski, ça a toujours été ma passion. Fait que c'est comme ça qui a entraîné partir un peu de Whistler parce que j'avais besoin d'un break côté. Puis j'avais besoin de me retrouver un peu, je pense. Fait que j'ai appliqué pour être ski patrol au centre de ski. Puis j'ai eu la job. Ici à Revelstoke? Ouais. Nice. Fait que j'ai fait, bon, je vais faire une année dirtbag. Je vais faire une année où est-ce que je vais skier à tous les jours, puis je vais m'écœurer, puis après ça, je vais revenir. Fait que quand je suis arrivée ici, ben, j'avais la job, mais il y avait embauché trop de personnes pour les positions. Fait que dans le fond, j'avais plus de job. Ah. Fait que là, j'ai fait... Tu venais de quitter Whistler, là? Oui, puis j'arrive, wow. Puis là, ben, il était là, on s'excuse vraiment, là, mais on n'a pas de job pour toi. J'étais comme... Wow, ma mère serait pas fière. Fait que là, je me suis dit, bon, ben, plan B, qu'est-ce qu'on fait? Il y avait personne qui faisait de l'architecture ici, vraiment. Fait que je me suis dit, bon, ben, pourquoi je pars pas ma business? Puis, bon, j'ai eu de l'assistance à commencer ma business. Ça m'a comme forcé à faire ça. J'avais envie de le faire, mais pas nécessairement tout de suite. Puis là, ben, après comme 2 ou 3 mois d'avoir commencé tout ça, ben là, je reçois un coup de fil parce que j'ai été quand même volontaire au centre de ski. Je me suis dit, bon, je vais quand même être dans la patrouille, je vais connaître du monde, ça va être une bonne façon de rencontrer, de m'établir dans la communauté. Ben, c'est ça. 2 mois plus tard, quelqu'un qui se fait mal, puis j'avais une position à temps plein là. Mais j'ai dit non. Je peux faire temps partiel, puis m'investir dans ma business. Fait que, dans le fond, c'était, oui, c'est ça que tu fais, puis c'est ça que t'aimes, puis continue là-dedans, puis le ski va toujours être là aussi. Fait que c'est ça qui m'a apporté ici. C'est ça le blink entre les deux. Wow. Bizarre, hein? Non, je trouve ça drôle parce que t'étais comme déçu de pas être pris dans la patrouille. Mais on s'entend que c'est pas vraiment une job si génial que ça. Les conditions de paye et d'emploi, en tout cas, moi, oui, il y a tout le côté que tu skis, mais les conditions sont pas vraiment bonnes. Non. Mais j'adore le fait que t'étais comme... Mais moi, je voulais être dans la patrouille. OK, d'abord, je vais partir mon cabinet d'architecture. Là. J'ai pas le choix. Mais c'est ça la vie aussi. Hein? Ouais. Puis là, ça me fait penser à quelque chose. Mm-hmm. Tu m'as dit que tu t'étais ennuyé de Whistler, ça a été difficile de quitter. Mm-hmm. As-tu déjà vécu ça par rapport au Québec? Mm-mm. Non. Non. Puis je me sens mal de dire ça un peu. Parce que d'une certaine manière, je veux dire, je dois beaucoup à ma famille. Je veux dire, mes parents ont toujours été un gros support dans n'importe quoi que je voulais faire. Mon père, parce que je faisais de la compétition de ski de boss quand j'étais plus jeune, il me suivait partout. C'était mon, tu sais, plus gros fan. Puis, fait que tu sais, je dois beaucoup à l'éducation qui m'ont transmis, puis toutes les valeurs, tout ça. De nos côtés, j'étais jeune. Mes parents pourraient te le dire. J'avais peut-être 10 ans, puis je disais déjà que je voulais vivre dans les montagnes. Je faisais tout le temps des dessins des montagnes. Fait qu'ils savaient, dans le fond, que j'allais vivre ma vie, puis j'ai toujours un caractère fort. Fait que même s'ils essayaient de me dissuader, ça aurait... Non. Peine perdue. Puis ça vient de où, tu penses, la fascination pour les montagnes? Je sais pas, moi, c'est vraiment l'endroit où je me sens vibrer. C'est la connexion avec... ça n'a même pas besoin d'être un effort physique là, incroyable. Là. C'est sûr que, tu sais, quand je m'entraînais, oui, c'est sûr qu'il y avait ça aussi, là, tu sais, d'avoir cette énergie-là que tu dois dépenser, puis tout ça. Mais au-delà de ça, moi, c'est juste d'être dehors, puis d'être dans les montagnes, puis les paysages, c'est tellement paisible. Puis, écoute, j'ai jamais été super religieuse, mais moi, c'est mon église. Je reviens, puis je suis reload. Le stress de la vie, n'importe quoi. Puis je trouve que quand je vais en montagne, moi, c'est les sens qui s'éveillent. Ça sent quelque chose l'hiver, ça sent quelque chose l'été, puis c'est une senteur qui m'apaise ou qui est familière. À tous les jours, il n'y a pas une journée que je me lève puis je suis pas contente d'être ici. Ça veut pas dire que tous les jours c'est facile, mais ça l'aide d'être à un endroit que t'aimes. Si vous voulez soutenir financièrement la cause de la francophonie canadienne ou la cause des femmes francophones en Colombie-Britannique, nous vous invitons à faire un don à l'organisme à but non lucratif de votre choix. Réseau Femmes Colombie-Britannique représente, promouvoit et défend les droits et intérêts des femmes francophones depuis plus de 30 ans.
L'AFCO, ou l'Association des francophones des Kootenays-Ouest, fait rayonner la langue française et ses cultures dans ce grand territoire depuis 1986. Rendez-vous sur réseaufemmes.bc.ca ou afko.ca/Franc Ouest et cliquez simplement sur le bouton Don. Reçu à fin d'impôt disponible, merci d'indiquer Franc Ouest dans votre don. Pour quelqu'un qui est jamais venu à Revelstoke, comment tu décrirais l'endroit, l'ambiance, les gens? Ferroviaire. C'est le premier terme qui me vient en tête parce que, bon, c'est le train, il y a beaucoup de gens qui travaillent ici qui sont employés par CP, Canadian Pacific. Mais à l'origine, c'était une ville ouvrière. Puis, il y a encore ce caractère-là en ville. C'est ça qui est cool, c'est que ça a gardé son identité. Mais depuis le centre de ski en 2009... Oui, parce que c'est une des dernières stations de ski qui est ouverte au Canada. Oui, exactement. Fait que ça l'a changé, ça l'a apporté un vent de changement incroyable. Fait que c'est une ville super vibrante, communauté, c'est serré, tu peux laisser les clés dans ton auto pendant la nuit. Fait qu'il y a encore ça. C'est très vibrant. Bon, je veux dire, c'est samedi aujourd'hui, puis il y a le marché, là. Mais c'est toujours comme ça. Parce qu'on est quand même proche des grands centres avec la Transcanadienne qui passe littéralement dans la ville de Revelstoke. Parce que, mettons, il y a beaucoup de monde de Calgary qui vont partir, qui vont aller skier Golden, qui vont venir skier ici. Chacune de ces villes de ski-là ont toutes des charmes différents. T'sais. Si on pense Revelstoke, on voit quoi dans notre tête? La première chose qui vient en tête, c'est pas une montagne de débutants. Fait qu'on reçoit des grosses bordées de neige. Puis c'est le plus haut dénivelé en Amérique du Nord jusqu'à maintenant. Je sais qu'il va y avoir d'autres stations qui vont compétitionner pour avoir ce titre-là. Mais si je pense à Snow Rodeo, par exemple, ce qui est comme une piste qui est toujours damée, de haut en bas, ben c'est le plus long dénivelé en Amérique du Nord. Où je vais beaucoup parce que c'est pas très loin d'ici, c'est à Mount McPherson. Au début, ça commence dans les sentiers de ski de fond. Il y a des petits flocons brillants qui tombent, puis il y a un petit peu de vent, puis c'est de la neige fraîche. Puis tout à coup, quand tu pars, puis tu laisses les sentiers de ski de fond, ce qui prend peut-être 10 minutes, ben là, t'es dans la nature complètement. Puis là, ben, tu fais la trace dans les gros arbres, les gros cèdres, trace vierge pour monter jusqu'en haut de la montagne. Puis quand tu arrives en haut, ben, c'est 360 degrés de vue à couper le souffle. Tu t'assois sur ton sac, puis tu mets ton gros manteau chaud. Chaque fois, il faut prendre au moins 5 à 10 minutes pour absorber, avoir la gratitude d'être à ce moment-là. Parce que la première chose que tu sais, c'est que tu enlèves tes peaux, puis tu descends, puis tu as une super descente. Ben, la descente, c'est 5 minutes. La montée, c'est 2 heures. Quand tu es sur tes skis, à quoi tu penses? Je dirais à la montée, des fois, tu sais, t'as la voix du travail qui dit « Ah, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça. » Mais je dirais qu'après 5 ou 10 minutes, ben, c'est d'autres choses. C'est comme « Ah, on va aller par ici aujourd'hui. » Ben, « Ah, je pense que on devrait aller là parce qu'il y a peut-être chance d'avalanche. » Commencer à penser un peu au terrain, commencer à penser aux conditions. Quand je vais toute seule, ben j'apporte mon chien, fait que je pense tout le temps à lui s'il y a assez d'énergie pour faire un autre lap ou quelque chose comme ça. À la montée, je trouve que c'est plus méditatif parce que tout à coup, tu te reprends à comme vérifier, j'ai-tu les pieds gelés, j'ai-tu faim, j'ai-tu soif, j'ai-tu froid. Tu sais, t'es tout le temps en train de vraiment faire un check interne pour voir, puis ça te rapporte à la réalité, c'est vraiment dans le moment. Puis là, ben le reste comme disparaît. Quand t'arrives en haut, ben là, t'es excité. Ben, en tout cas, moi, j'ai toujours hâte de descendre. Puis je me dis tout le temps, OK, aujourd'hui, je vais-tu skier cette ligne-là? Parce que je pense que c'est plus safe. Est-ce que j'ai peur d'avalanche? Puis si les conditions sont vraiment bonnes, puis que tu peux arrêter de te préoccuper de ce qui peut se passer de mauvais, si tu veux, ben là, moi, c'est juste excitée. Je suis comme genre un enfant de 10 ans avec des skis dans les pieds, là. J'essaie de trouver une place pour descendre avec des petits jumps sur le côté ou de trouver la meilleure neige ou essayer une nouvelle ligne que j'ai jamais skiée. Puis quand je suis avec des amis, ben c'est différent aussi. Je sais qu'il y a pas beaucoup de monde qui vont faire du ski de rando tout seul, mais
Je me suis tellement entraînée toute seule, puis j'ai assez de connaissances pour pouvoir aller à des endroits qui sont safe pour moi. Mais je recommande pas nécessairement aux gens de commencer à faire des sorties toute seule, tant qu'ils ont pas vraiment les connaissances ou le terrain. Quand je sors avec des amis pour aller skier, ben l'habitude, c'est des endroits qu'on n'a jamais été ou une nouvelle ligne à skier. L'expérience que tu as avec des amis quand tu fais des trucs comme ça tisse des liens vraiment serrés. Je sais pas comment décrire ça, mais tu sais, quand tu passes une journée avec quelqu'un en montagne, ben c'est comme partager qui t'es. Fait que dans le fond, c'est vraiment comme une expérience personnelle. Puis mon cercle est tissé serré, puis c'est les gens avec qui je suis contente de passer du temps. C'est comme une expérience. Chaque journée, je me souviens de chaque journée parce que chaque journée était différente. C'est spécial d'avoir des partenaires avec qui partager ces trucs-là. Puis c'est quelque chose qui a changé avec ma vie de courseuse, puis aussi en relation après ça. Ben mon conjoint puis moi, on faisait beaucoup de ski ensemble, puis on parlait un peu plus tôt de quand j'ai laissé la course puis que j'ai comme fait une transition dans d'autres choses. Ben j'ai rencontré quelqu'un qui fitait vraiment mes objectifs de après course. Quelqu'un qui voulait pousser ses limites en montagne, quelqu'un qui est en forme, quelqu'un qui m'apporte à penser autrement dans ce que je faisais, dans ce que je vivais, puis qui m'a vraiment aidé à m'ouvrir sur tout ce que le monde peut t'apporter plutôt que juste la course. Fait que il était vraiment un pilier dans ma transition, dans ma vie de courseur maintenant. Je sais pas comment je me décris là, mais bon, de moi, Mel. Puis quand j'étais enceinte, là, j'étais comme oh, qu'est-ce qu'on va faire là, tu sais, je veux dire, je vais être obligée de trouver d'autres mondes avec qui aller skier. Tu sais, c'est pas on y va plus ensemble vraiment souvent. Est-ce que quelqu'un doit rester avec Evan, s'occuper du petit bébé? Ouais, parce que les chiens, ben ils peuvent pas le faire la job. Fait que ça m'a forcée à m'ouvrir puis à tisser des liens avec du monde. Puis c'est le plus beau cadeau dans ma carrière de skieuse, c'est de découvrir des amitiés que j'avais pas avant, puis d'avoir un réseau de femmes qui sont fortes en montagne, qui ont des bonnes idées de où aller, puis qu'ils sont contentes quand je suis en forme, puis quand que je peux faire la trace pour eux autres. C'est pas compétitif, c'est juste amical. Puis ce support-là, j'ai jamais eu ça dans ma vie vraiment, parce que j'ai toujours été compétitrice. J'avais vraiment jamais beaucoup d'amis, filles proches avec qui je m'entraînais. C'était pas vraiment dans la culture. Puis il y avait pas beaucoup de filles qui le faisaient déjà à l'avance au Canada, puis dans d'autres pays. Fait que c'était difficile de trouver des gens avec qui s'entraîner ici. Fait que d'avoir ça, d'avoir été comme obligée, encore une fois, obligée de m'ouvrir, c'est un des plus beaux cadeaux. J'aimerais ça qu'on parle plus des risques d'avalanche, parce que c'est une réalité. T'as surtout parlé, puis j'ai trouvé ça vraiment beau, du fait que tu t'es créé un cercle d'amis, mais il y a aussi l'envers de la médaille que tu peux pas aller skier avec n'importe qui. Puis chaque personne doit suivre des formations, doit être au fût des conditions météo, parce que sinon tu pourrais mettre en péril tout le groupe. Ouais. On a tous perdu des amis dans des avalanches ou des accidents, que ce soit une chute, que ce soit enseveli, que ce soit des blessures, que ce soit en gelure. Je trouve ça bien que, attaché au sport de ski de rando ou de ski d'alpinisme, ben que justement, quand tu commences ce sport-là, tu devrais suivre des cours d'avalanche. C'est comme tu vas t'acheter des skis, ben tu prends un cours d'avalanche en même temps. Puis la connaissance, ou même si ton cours, ça te fait avoir peur d'aller toute seule, c'est parfait. Parce que d'avoir peur, puis d'apprivoiser tranquillement, puis de gagner de la connaissance, ça vient avec le temps, puis ça vient avec le niveau de confort, mais à chaque fois, même quand je commence à être trop confiante dans mes décisions, il arrive quelque chose. Je dis pas que mes amis se font ensevelir ou quoi que ce soit, mais il arrive tout le temps quelque chose qui me rappelle « Wow, faut que tu fasses attention. » C'est pas parce que tu vas à McPherson, qui est à 5 minutes de route d'ici, qu'il peut pas arriver quelque chose. Ça peut être une super journée, puis il y a une affaire qui arrive, puis comme ça, c'est la pire journée de ta vie. Parce que il y a quelque chose qui peut arriver qui est imprévu. Fait que c'est dans le fond de prévoir ces imprévus-là, c'est de toujours garder la tête et les idées claires, puis d'être dans le moment. C'est quoi les conditions aujourd'hui? Ah, ça vient de changer, il fait comme chaud maintenant, puis là, il commence à neiger. Tu sais, il y a tellement d'éléments qui rentrent en ligne de compte qu'il y a pas de place dans ton cerveau pour d'autres choses que qu'est-ce que tu es en train de faire. C'est stressant quand tu vas avec des amis qui ont peut-être pas autant de connaissances, qui sont nouveaux dans le sport, puis là, ben, tout à coup, t'es dans les souliers de celui qui prend les décisions pour tout le monde.
Fait que moi, j'aime pas vraiment ça. Je pense que c'est peut-être pour ça que je m'entoure des gens qui ont peut-être le même niveau d'expérience, parce que justement, on est capable de discuter. C'est aussi une affaire qui a changé avec le temps pour moi, c'est qu'avant, je faisais des grosses descentes, des affaires que si tu tombes, tu meurs. Je prenais plus de chance. Puis maintenant, avec une famille aussi, quand même que je skie une pente qui est à 20 degrés dans les arbres, ça me dérange pas. Parce que je skie, je suis dehors, je suis avec des amis. Quand est-ce que tu as pris la décision d'arrêter, de prendre ta retraite? Puis à quel point ça a dû être difficile de faire ça? Ah! Oui, ben en fait, la décision elle-même, c'était pas trop dur à prendre parce que je pense que j'avais fait le tour. Je trouvais que physiquement, j'avais atteint un niveau, j'aurais peut-être pu aller plus haut. Tu sais, j'avais comme atteint tous mes objectifs personnels. La saison après que j'ai fait super bien, ben là, j'étais tout le temps malade. J'avais comme fait du surentraînement peut-être, puis j'avais plus le goût. Par saison, je faisais tellement de courses que à un moment donné, je suis arrivée à une course, puis j'étais à la ligne de départ, puis j'étais comme, qu'est-ce que je fais ici? J'ai pas envie. Mon cœur n'était pas là, puis ma tête non plus. Puis je vivais à Chamonix. On s'entend que c'est vraiment cool, Chamonix, là. Puis j'avais plus le goût. Je me trouvais plus dans ce sport-là. Je m'identifiais plus vraiment à ce sport-là. Puis là, j'étais comme, je dépense toutes mes économies, je dépense tout mon temps. Puis j'ai pas vraiment de relation où je me sens bien dans ma vie. Puis je fais ça pourquoi? Fait que je savais que j'étais rendue au moment de passer à un autre appel. Mais je savais pas quoi. Puis tu sais, de quitter quelque chose que t'aimes ou que t'as tellement aimé, puis de regarder le prochain chapitre, mais tu sais pas ce chapitre-là, il est composé de quoi, ça fait mal au cœur. Puis ça m'a pris du temps, puis c'était une phase comme semi-dépressif un peu, là. Tu sais, c'est un deuil à faire. C'est comme d'enterrer une partie de toi, puis de trouver quelque chose de nouveau. Au début de notre conversation, je trouve que tu as été très rapide à dire que si ton fils était né pendant que tu étais encore compétitrice, t'aurais été une mère vraiment bad. Puis tu sais, on se met beaucoup de pression quand même. Parle-moi en plus de ce sentiment-là, puis de qu'est-ce qui te fait croire que ça aurait été le cas? Parce qu'il y avait pas de place pour personne d'autre dans ma vie. J'étais vraiment centrée, pas d'une manière déplaisante, là, mais centrée sur moi-même. Il y avait comme une direction, puis c'était ça. Puis il y avait rien d'autre qui pouvait comme rentrer dans ce cercle-là. Puis tu pourrais demander à n'importe qui était autour de moi dans ce temps-là, c'était peut-être une personne différente que la personne avec qui tu parles en ce moment. J'étais pas déplaisante, j'ai toujours été gentille, accueillante, québécoise, comme on dit, bonne vivante. Mais j'avais ce côté-là qui était vraiment, c'est là que je m'en vais, c'est ce que je fais. Puis si tu tombes dans mon plan, cool. Si tu tombes pas dans mon plan, on se reverra plus tard. Fait que je pense que c'est pour ça que j'avais pas de place dans mon cœur pour être une mère. Puis je me suis toujours dit, je vais avoir un enfant ou pas, je le sais pas. Puis mes parents, ils pensaient jamais que j'allais tomber enceinte parce qu'ils pensaient que j'allais faire ce mode de vie-là toute ma vie. Puis ils voyaient pas ce côté maternel-là que j'ai. Avoir Evan, c'est le plus beau cadeau. Je sais, c'est cliché, là, tout le monde dit ça, d'avoir des enfants, ça va changer ta vie, blablabla. J'avais une vie avant. J'avais une vie très pleine de plein d'affaires. Puis lui, il est arrivé. Puis là, je peux partager toutes ces affaires-là que moi, j'ai découvert. Puis notre connexion à nous autres, c'est de faire des activités ensemble. On va faire du basic ensemble. Il court 2 kilomètres. Il y a 3 ans. Non, mais tu sais, c'est tellement cute de le voir aller les petites jambes. Puis comme, je veux courir comme Mel Bernier. C'est ça qu'il dit. Comme Mel Bernier? Ouais, il dit ça. Moi, ça me fait rire, je pleure. Il t'appelle pas maman? Oui, il m'appelle maman, mais c'est parce que c'est son père. Tu sais, il dit « Oh, you're running like Mel Bernier ». Fait que là, il dit « Je veux courir comme Mel Bernier ». C'est de transmettre cette passion-là pour le sport, mais aussi partager des moments en montagne, puis tout ça. Fait que, tu sais, qu'on va au chalet ou qu'on va faire du bicycle, lui, il voit qu'on vibre, tu sais, il l'absorbe, là. Il est comme « c'est ça qu'on fait ». C'est pas peut-être qu'aujourd'hui, on va faire quelque chose dehors. C'est comme, on mange puis on va dehors parce que c'est la suite des événements. C'est quoi ton plus grand défi? Dans la vie? Ouais. Peut-être je sais pas si comment ça va sortir, mais de pardonner à des gens qui m'ont fait de la peine au cours de ma carrière. Je pense à une personne en particulier, là.
Puis, il y a des gens qui arrivent dans ta vie pour une certaine raison, puis il y a d'autres personnes qu'il faut que tu les enlèves parce qu'ils te font pas progresser, ils font l'opposé. Puis de pardonner à ces personnes-là, je pense que ce serait mon plus gros défi parce que t'as peut-être 3 chances avec moi de faire des affaires qui me brisent le cœur, puis après la 3e fois, c'est plus jamais. Je pense que c'est pas un beau côté de ma personnalité de pas être capable de pardonner après. Mais bon. Comment on fait ça? Je sais pas. J'ai pas la réponse de ça. L'affaire qui me fait le plus de peine, c'est que cette personne-là a fait aussi de la peine à d'autres personnes que je connais. Je sais pas. J'ai pas trouvé vraiment la réponse d'arrêter de penser à ça ou de regarder cette personne-là puis de dire « Ah, j'espère que ça va aller bien dans ta vie. » C'est ces personnes-là qui ont fait du mal, ça l'a formé ma vie d'une certaine manière, ça l'a comme, tu prends des détours autrement. Mais de pardonner, je pense que, ouais, c'est le plus gros défi. Je pose cette question-là à peu près à tous mes invités. Mais on dirait que là, tu as été comme tellement honnête, puis ça m'a vraiment rentré dedans comme réponse. Puis C'est quoi ton plus gros défi dans ta vie en ce moment? Moi, je viens juste de vivre, genre, un moment de transition dans ma vie qui est énorme. Là. Tout a changé pour moi, tu sais, Fait que... Mais ça a vraiment résonné ce que toi t'as répondu, fait qu'il y a sûrement quelque chose là-dedans, parce que... Aussitôt que tu l'as dit, j'étais comme, ah, ouais, ça c'est... pardonner. Ouais. Il y a du monde qui m'ont dit ça, tu sais, il faut que tu apprennes à pardonner. Puis... Ça dépend du niveau de blessure. Ça dépend aussi de la blessure. C'est attaché à quoi dans ton cheminement. Ouais. Wow. C'est quoi ta plus grande fierté? Oh mon Dieu! C'est pas quelque chose de tangible, c'est juste de toujours suivre mon cœur. N'importe quoi que je décide de faire, je vais le faire. Fait que je pense que avoir la force de caractère pour accomplir qu'est-ce que je décide. Quand est-ce que tu as su ça? J'ai toujours su que j'avais une force de caractère, que ce soit positif ou négatif, quand j'étais vraiment jeune. Mettons, là, tu sais, j'étais difficile pour mes parents, là, on s'entend. Tu me faisais pas changer d'idée, genre. Mais je me souviens aussi que quand j'ai commencé à faire de la course de ski alpinisme, puis que j'étais dans l'équipe canadienne, j'ai écrit une liste de tous les trucs que je voulais dans ma vie. Puis j'ai retrouvé ce truc-là. Sur 10 affaires, il y en a 9 qui étaient là. Fait que j'ai comme fait n'importe quoi que tu veux dans ta vie, ben mets-le sur une liste puis vas-y. Franc Ouest est une coproduction de l'AFCO et de WebWest, financée par le gouvernement du Canada et en partenariat avec Réseau Femmes Colombie-Britannique. Réalisation et animation, c'est moi, Patrick Lac. Productrice principale WebWest, Micheline Arbé. Chef de contenu WebWest, Sandra Poirier. Direction AFCO, Lynn Chartier. Réalisation, direction photo et montage vidéo, Jackie Atkins. Prise de son, mixage et médias sociaux, Véronique Trudel. Caméraman, opérateur drone et photographe, Alex Balsé. Traduction et rédaction, BPM Communication. Graphisme, Patrick Lac et Louis Fortier Design. L'image du logo est de Wild Air Photography et Sweet Peas Studio. Thèmes musicaux, The Great Novel et Projet Hertz. Ambiance musicale, Patrick Lac, Charles Robert, John Shakespeare et Spyro's Beat. Merci à Nelson Public Library et leur studio communautaire Tech Hub, Kootenai Co-op Radio, Radio Victoria, Jamie Shinkuski, Alexis Roy-Perra, Marcus Dénommé, Marley, Ralph et Béatrix, et Anne-Marie Claveau.